Et si la vraie nudité était celle de nos esprits? Tu es encore tombé ici en cherchant une vidéo agréable, tu sais, celle qui promet un corps, une rumeur, un petit plaisir facile. Mais regarde bien, ce n'est pas ton corps qui est mis à nu, c'est ton esprit. Pendant que tu scrolles, que tu cliques, que tu consommes ces illusions, le monde avance, les richesses de ton continent s'envolent et ta jeunesse se perd. Et si la vraie nudité, ce n'était pas celle que tu crois voir, mais celle de nos pensées déshabillées de tout projet, de tout avenir? Alors, reste. Aujourd'hui, on ne va pas parler de rumeurs. On va parler de toi, de nous, de l'Afrique et du choix entre l'ombre et la lumière. L'Afrique est un paradoxe vivant. Terre de richesses inépuisables, cobalt de la RDC, or du Mali, pétrole du Nigeria, café d'Éthiopie, mais aussi continent où des peuples entiers vivent dans une pauvreté persistante, comme au Burundi, ou sous la dépendance de l'aide internationale. C'est un continent qui nourrit le monde, mais qui peine à se nourrir lui-même. Ce paradoxe n'est pas seulement économique, il est spirituel et philosophique. Cheikh Anta Diop rappelait que l'Afrique fut jadis un foyer de science et de civilisation, que la mémoire du monde puise dans ses fleuves et ses pierres. Et pourtant, après la colonisation et ses fractures, le continent s'est retrouvé à la fois héritier d'un passé glorieux et prisonnier d'un présent incertain. Karl Marx aurait dit que l'Afrique illustre la violence du capitalisme mondial. Ses richesses sont arrachées pour alimenter des industries lointaines, tandis que ses peuples demeurent exclus de la valeur créée. C'est ce que l'on observe en RDC, où le cobalt qui alimente les batteries du futur plonge des milliers de mineurs dans la misère la plus archaïque. La richesse extrême devient malédiction. Frantz Fanon, quant à lui, insistait sur la colonisation des esprits. La libération politique n'a pas suffi car trop souvent l'Africain reste prisonnier d'un imaginaire dominé, consumant ce que d'autres fabriquent, adoptant des récits étrangers sans créer ses propres horizons. C'est ainsi que la jeunesse, au Rwanda ou ailleurs, préfère se perdre dans des vidéos triviales, des rumeurs et des images de nudité, plutôt que d'explorer la lecture, la recherche, la technologie. Le savoir est délaissé pour le spectacle. Platon, dans sa caverne, avait prévenu « Si les hommes préfèrent l'ombre des images aux idées, ils deviennent esclaves de leurs illusions. » L'Afrique contemporaine, fascinée par l'écran et la rumeur, ressemble à ces prisonniers qui rient des ombres aux murs sans chercher la lumière. Et dans cette caverne, la pensée s'éteint. Nietzsche aurait parlé ici du dernier homme, satisfait de ses petits plaisirs, qui ne rêve plus de grandeur. La jeunesse qui se nourrit uniquement de divertissements faciles, sans soif de savoir, trahit son propre potentiel créateur. Pourtant, Nietzsche appelait à un dépassement, à une volonté de puissance comprise comme énergie créatrice, pas seulement domination. L'Afrique a cette énergie, mais elle est gaspillée. Rousseau verrait là l'échec du contrat social, des peuples divisés, incapables de s'unir autour du bien commun. Chacun s'accroche à son groupe, à son parti, à sa rumeur, et la volonté générale se perd. Max Weber parlerait de dirigeants qui se cachent derrière l'éthique de la conviction, de beaux discours, des idéaux proclamés, mais qui oublient l'éthique de la responsabilité. Nourrir, instruire, bâtir. Et pourtant, tout n'est pas désespéré. Senghor croyait en la civilisation de l'universel. Une Afrique qui, loin de s'absorber dans ses faiblesses, offrirait au monde son sens du rythme, de la communauté, de la poésie. Nkrumah appelait à une unité politique et économique, car sans union, disait-il, l'Afrique reste vulnérable aux prédations. Ngugi wa Thiong'o ajoutait que cette libération passe aussi par la culture. Écrire, lire, penser dans nos langues, retrouver nos propres récits. Au-delà des penseurs africains, d'autres voix éclairent aussi ce destin. Hegel croyait que l'histoire universelle progresse par la dialectique, conflit, dépassement, synthèse. L'Afrique, elle, semble coincée dans la contradiction, colonisation passée, indépendance fragile.
sans parvenir encore à la synthèse d'une liberté accomplie. Lévinas, de son côté, rappellerait que l'éthique naît du visage de l'autre. Tant que les Africains se verront comme rivaux, objets ou proies, ils resteront prisonniers. Mais s'ils se voient comme partenaires d'avenir, alors l'altérité devient une force de renaissance. Enfin, Hannah Arendt aurait averti que le danger est l'acceptation passive de la médiocrité. La banalité du mal ne vient pas toujours des tyrans, mais de la complaisance d'un peuple qui abdique son esprit critique. C'est là le vrai défi africain, retrouver la capacité de penser, de lire, de questionner, plutôt que de se laisser hypnotiser par le bruit des rumeurs. Ainsi, l'Afrique est à la croisée des chemins. Elle peut demeurer spectatrice de son propre pillage, oscillant entre pauvreté et distraction, ou bien devenir créatrice d'une civilisation nouvelle. Car comme le disait Diop, l'Afrique redeviendra ce qu'elle a été, à condition d'oser penser par elle-même, d'oser éduquer sa jeunesse, d'oser rêver un projet qui dépasse les ombres de la caverne.